Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grandir avec. Encore une fois, je me répète, mais à chaque fois, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours positifs sur les épisodes qui ont déjà été diffusés. Donc merci à tous, vraiment. Une chose que je dis pas assez, mais c'est important aussi, n'hésitez pas à aller visiter le site www.grandirsouslamemétoile.fr. Les réseaux sociaux aussi, il y a la page Facebook, le compte Instagram, tout sous le nom de Grandir sous la même étoile. J'essaie de diffuser pas mal d'actualités et de petits contenus intéressants, donc n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et sur le site. Donc pour cet épisode 8, on reste dans le monde du basket et on va dans le basket féminin. On va chez Diandra Chachwang. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle fait partie de l'équipe de France, elle joue à Montpellier. Et elle est aussi hyper intéressante parce qu'elle développe pas mal de projets extra-sportifs et extra-basket. Elle a été très impliquée pendant la période de confinement avec le Covid. Elle a sa propre association, elle a créé aussi son propre podcast. Donc beaucoup de choses très intéressantes à nous raconter et vraiment un épisode hyper passionnant. Donc j'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans l'épisode 8 de Grandir avec Diandra Chachwang. Salut Diandra, merci de m'accueillir chez toi pour ce nouvel épisode de Grandir avec. Je Salut. suis content de pouvoir aller chez une joueuse parce que j'ai pas fait de basketteuse, j'ai fait des basketteurs, j'ai fait des coachs, j'ai fait d'autres personnes, d'autres milieux et donc c'est cool de pouvoir avoir enfin une basketteuse pour représenter le sport féminin, donc je suis content. Merci à toi de m'accueillir. Ouais, j'ai vu que tu avais une bonne actu en ce moment, donc c'est d'autant plus intéressant de pouvoir discuter avec toi. Ce que je fais souvent quand je démarre mes interviews, enfin les épisodes, on essaie de partir de la base en fait et de voir un peu comment tu as grandi, dans quel milieu tu as grandi, quel contexte familial, dans quelle ville. Ça, c'est des choses qui moi, m'intéressent pour voir aussi l'évolution des sportifs de haut niveau. Donc, écoute, je vais te laisser parler un peu pour parler de d'où tu as grandi, tout simplement, ton enfance. Puis après, au fur et à mesure, on discutera d'autres choses, mais surtout parler de ton enfance, j'aimerais bien pour commencer, s'il te plaît. Moi, j'ai grandi en région parisienne, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, dans le 93, jusque l'âge de mes 12 ans. Donc, j'ai commencé le basket quand j'avais 8 ans. Au départ, j'ai fait d'autres sports, j'ai fait de la danse, j'ai fait du judo. Mais avec ma sœur, on a commencé le basket un peu inspiré par nos grands cousins. Donc on D'accord. pouvait, ouais, on pouvait pas trop jouer avec eux comme c'était des gars. Donc on n'était pas trop les bienvenus. Et puis par curiosité, on a essayé de s'entraîner, ma sœur et moi, sur les playgrounds. On allait souvent en vacances chez eux, en fait, de l'autre côté, pas du périph', mais c'était dans le 93 aussi à Sevran. Mhm. Et du coup, c'était des vacances d'été pour nous et on s'entraînait comme ça sur les playgrounds. Et puis un jour, rentrant chez nous à La Courneuve, on a demandé à ma mère de nous prendre une licence. Donc c'est comme ça qu'on a commencé le basket. Donc c'était une enfance joyeuse. Joyeuse. Au début, le basket, c'était vraiment juste un moyen de se défouler, de rejoindre les copines. Et puis, on y a pris goût assez rapidement par rapport à l'ambiance familiale qu'il pouvait y avoir dans le club où on a commencé. Et puis, non, sinon, T'avais d'autres frères, t'avais une sœur ou t'avais d'autres frères et sœurs ou... ouais, j'avais une grande sœur à ce moment-là. J'avais encore que ma grande sœur. Derrière, j'ai eu deux petits frères et une petite sœur encore. Mais à cette époque-là, c'était moi et ma sœur. On vivait du coup avec ma maman. Mhm. Donc c'était ma mère, mère célibataire qui travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc voilà, c'était une enfance vraiment joyeuse, de très bons souvenirs. Et voilà, enfin, une enfance aussi sérieuse puisque c'était c'était important pour, pour nos parents, ma mère et mon père, qu'on soit sérieuse à l'école aussi. Le sport, c'était un loisir à cette période-là. Donc voilà, c'est de très beaux souvenirs pour moi. À l'école, t'étais quel genre d'élève? À cette période, j'étais pas du tout une bonne élève, mais vraiment pas du tout. Donc je suis partie de la Courneuve en classe de cinquième et j'ai envie de dire heureusement parce que jusque-là, j'étais pas du tout une bonne élève. Assez dissipée, tu arrives au collège, donc tu crois que tu es grand, que
que tu pèses, comme on dit. Et du coup, au final, moi, j'étais vraiment du côté, on va dire, des mauvaises influences, des exemples pas du tout à suivre, des notes catastrophiques. Je devais redoubler ma classe de sixième à La Courneuve. Finalement, j'ai été sauvée par le sport parce que j'avais été sélectionnée pour intégrer le pôle Île-de-France, donc qui se trouvait dans le 95. Et c'est vrai qu'il y avait toujours cet objectif de double projet, sauf que moi, le problème, c'était clairement les études. En plus, c'était une structure que j'ai intégrée 2 ans en avance. Donc, même si j'avais cette avance-là, peut-être au niveau du potentiel au basket, on se posait quand même la question par rapport aux études si c'était judicieux. Et finalement, c'est un peu ce qui m'a permis de, par la suite, aimer l'école. C'est aussi ce qui m'a permis de ne pas redoubler. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée là-bas à l'âge de 12 ans, le deal qu'on avait avec les coachs. Ok, j'intègre la structure. Mais par contre, je dois progresser à l'école. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça a mis un petit peu de temps, mais c'est ce que j'ai fait plutôt très bien après. Et derrière l'école, c'est devenu vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Et tu parlais tout à l'heure de comment tu as commencé à aimer le basket avec tes cousins, etc. Ça s'est passé comment le cheminement pour toi entre comment tu as découvert le basket au tout début avec tes cousins, vraiment à la cool, j'imagine, et ce moment où du coup tu as pu intégrer la structure plus importante dont tu viens de parler. Ça s'est passé comment ce cheminement? Parce que j'imagine que bon, au début c'était plus un loisir pour arriver derrière à un truc un peu plus sérieux, quoi. Ouais, non, complètement. Ça a été vraiment progressif pour moi. Au départ, comme je disais, vraiment un loisir avec ma sœur, on retrouvait les copines, à l'occasion de se défouler et de ne pas rentrer tout de suite à la maison après les cours. Et en fait, au fur et à mesure, ben, j'ai commencé à prendre goût, alors qu'au départ, j'étais vraiment pas douée du tout. J'étais assez grande pour mon âge, très frêle, vraiment toute mince, pas du tout coordonnée. Donc, j'avais peut-être la taille, comme on dit, pour le basket, mais c'était pas du tout fait pour moi, quoi. Et puis, au fur et à mesure, au bout d'1 an ou 2 ans, j'ai commencé vraiment à aimer ça, à faire des progrès. Euh, Parce que je pense aussi j'ai rencontré les bonnes personnes avec les premiers entraîneurs que j'ai eus, notamment Sonia Wada de La Courneuve, qui vraiment, c'est elle qui, à un moment donné, m'a dit, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, elle me ressort une lettre que j'avais écrite quand j'étais petite, où je disais que le basket, c'était ma passion. Et c'est vraiment elle qui m'a transmis cette passion, en fait. Et puis c'est aussi elle qui m'a expliqué un peu le cheminement, qui m'a parlé du pôle, qui m'a parlé de l'INSEP, qui m'a parlé de l'équipe de France. C'est grâce à elle qu'à l'époque, sur Pathé Sport, je pouvais regarder l'Euroleague féminine avec Valenciennes et Bourges. Donc c'est toutes ces choses-là qui ont fait qu'au fur et à mesure, pour moi, c'est devenu de plus en plus sérieux et que j'ai commencé à me fixer des objectifs. D'accord. Et ouais, ça a été. Enfin, tu as eu la chance aussi. Enfin, la façon dont tu parles de cette personne, je la connais pas, mais c'est elle vraiment qui t'a lancé, ouais, qui t'a vraiment accompagné et lancé, quoi. Ouais, complètement. Franchement, elle a joué un rôle primordial dans mon enfance, au niveau du basket et au-delà, en fait. Parce que ce que j'adore, moi, ce que je vois toujours quand j'y retourne, c'est que les éducateurs, à ce moment-là de notre vie, ils ont un rôle super important. C'est le relais, clairement, des parents. Et c'est vraiment ce qu'elle représente pour moi. Encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que je considère comme la famille. À l'époque où j'ai été sélectionnée au pôle, mes parents, le basket, pour eux, ça voulait rien dire. Donc si elle n'avait pas été là, c'est fort possible que pour mes parents, ça n'aurait pas été une possibilité. Le pôle, c'est elle qui a pris le temps de leur expliquer. Ils lui ont fait confiance et du coup, on lui a fait confiance et du coup, ça a permis que les choses avancent pour moi. Mais encore aujourd'hui, comme je disais, je fais pas mal de choses avec elle. C'est vraiment la famille. Et juste, donc, toi, tu es rentré au pôle. Tu as pu rester chez toi et faire les deux, ou tu as dû vraiment partir de chez toi pour intégrer le pôle? Non, je suis partie de chez moi donc à l'âge de 12 ans. Donc, je Ça crois. fait quoi en termes de. Ça a été pas trop Euh, difficile quand même? pour moi, c'était, je vivais ma meilleure vie, comme on dit. Ah, ok. Pour moi, j'étais trop contente. J'allais au pôle tous les dimanches soirs. Non, je te disais, pour moi, ça n'a pas été compliqué de partir de chez moi à 12 ans, même si ça peut paraître tôt. Je pense que ça l'a été beaucoup plus
Ça a été beaucoup plus compliqué pour ma mère de laisser partir un de ses enfants à 12 ans. Mais moi, ouais, comme je te disais, je vivais vraiment ma meilleure vie. J'étais contente de rejoindre des copines. Les parents nous déposaient le dimanche soir au pôle. Le vendredi, après les cours, on nous récupérait et puis on allait passer le week-end pas tellement en famille au final parce qu'on avait un match de championnat de France à jouer en minime, donc tu traverses toute la France. Mhm. Donc tu vois très peu ta famille. Donc je pense que avec du recul, j'imagine que c'est une situation qui peut être délicate pour les parents à gérer, mais moi je l'ai très bien vécu et ces 2 années que j'ai passées au pôle, ça fait partie de certaines de mes plus belles années. C'était quoi ton club en minime? En minime France, c'était quoi? Alors j'ai joué pendant mes années au pôle, j'ai joué 1 an à la Courneuve quand on était en championnat de France et la deuxième année j'ai intégré Paris 18 qui est une structure qui continue de former de futures grandes joueuses et avec qui on avait été championne de France à l'époque, donc c'était ma deuxième année minime ça. Donc, t'arrives au Pôle Espoir, donc tu dis difficile pour ta maman. Toi, tu l'as plutôt bien vécu apparemment, donc c'est rare parce qu'à 12 ans quand même, j'imagine que après, ouais, c'est ton caractère aussi, je pense. Et qu'est-ce qui a fait aussi que tu as basculé, j'imagine, entre tes 12 et tes allez, 16-17 ans, le fait que tu t'es basculé dans le bon niveau, puisque tu étais au Pôle Espoir, pour aller presque vers le haut niveau et le très haut niveau, puisque derrière, je sais que tu as été à l'INSEP, Mm. il y a eu un cheminement, j'imagine que là, il y a eu quelques années où tu es passé vraiment du truc cool, du truc bon niveau, au truc vraiment, ouais, c'est peut-être que ça renferme mon métier ou un truc comme ça, non? Pour moi, je pense que le tournant vraiment, ça a été. Je me souviens en fait un soir après les sélections. En fait, on faisait des sélections départementales, ensuite régionales, et on avait eu un Mhm. tournoi en sélection régionale avec l'Île-de-France où je sais plus, ils avaient sélectionné, je sais plus, 12 joueuses ou plus pour l'entrée au pôle. Et en fait, pour moi, le souvenir que j'ai, je devais avoir 11 ans, hein, mais c'est que à partir de ce moment-là, il y avait eu un avant et un après, dans le Mhm. sens où là, c'était vraiment, c'est à ce moment-là justement que Sonia, elle est venue chez moi en me déposant du tournoi, et puis ma mère qui est rentrée du travail tard, elle lui a expliqué le cheminement en lui disant, votre fille, elle va aller faire des sélections. Et à l'issue de ces sélections, si ça se passe bien, elle sera retenue pour intégrer le pôle espoir. Et il y a vraiment eu un avant et un après, parce que moi, je voyais que mes parents, il y avait un peu d'inquiétude. Mais Mhm. moi, j'avais tellement envie de faire ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, Sonia qui m'avait expliqué tout le cheminement, le pôle, l'INSEP, les centres de formation, moi, ça veut dire que même avant d'intégrer le pôle à ce moment-là, je me suis dit, c'est l'objectif du pôle, mais aussi celui de l'INSEP et celui de devenir basketteuse professionnelle et d'intégrer l'équipe de France un jour. Donc, à partir de ce moment-là, quoi, vers 11-12 ans, c'était mes objectifs. Je savais que c'était possible, donc je voulais le faire. Et du coup, quand je suis rentrée au pool, j'ai travaillé pour tout ça et toujours en gardant dans un coin de ma tête mes objectifs. Et c'était qui tes idoles quand tu étais à cette époque-là? Parce que tu dis que tu as commencé à regarder un peu l'Euroleague féminine, tout ça. C'était qui tes idoles joueuses du coup? Ben, moi, j'étais une grosse fan de Valenciennes. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai failli signer mon premier contrat professionnel à Valenciennes. Finalement, j'étais restée à l'INSEP un an de plus pour passer mon bac. Et d'ailleurs, c'était pas une mauvaise chose puisque le club, malheureusement, a été. Ils ont déposé le bilan, je crois. Donc, c'était pas le destin, on va dire, a bien fait les choses pour moi, mais c'était Valenciennes, donc c'était Alison Pfister, Edwige Lawson, Sandra Ledréan, Audrey Sauré, toutes ces grandes joueuses, Isabelle Fisakowski, enfin Mhm. toutes ces grandes joueuses de basket. Donc c'est vraiment en les regardant jouer avec Bourges aussi, Cathy Melin, Yannick Sauvray, c'est vraiment en les regardant jouer que je me suis dit j'ai envie de faire ce qu'elles font. Ouais. Et quand tu es au Pôle Espoir, pour arriver jusqu'à l'INSEP, euh, toi, tu as toujours cru, t'as toujours voulu être pro vraiment ou
Ou c'est venu au fur et à mesure? Parce que, enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais parfois, tu sais, ça vient au fur et à mesure. On commence à être bon et on progresse et Ouais. du coup, on se dit: «Bon, mais Mmh. finalement, ça va marcher». Toi, Mmh. dès le début, t'es dit: «Allez, j'ai envie d'être professionnel, quoi». Vraiment? Dès le début, tu Mmh. t'es dit ça? Ouais, dès le début, on va dire, comme je disais, c'est vraiment à partir de ces tournois-là de sélection où, je me suis rendu compte que je me débrouillais bien, Mmh. qu'on m'a expliqué un peu comment ça se passait et puis les matchs que je regardais à la télé, je les ai regardés assez tôt au final. Donc c'était, aussi un moyen pour moi de me dire, que ça existe parce que, si je savais pas que ça existait, peut-être que je me serais pas attachée à ces autres objectifs, mais le fait de le voir et ben ça m'a donné faim, en fait et puis c'est vrai que tous les tournois que j'ai fait étant jeune, au bout de 2 3 ans de pratique, Mmh. je sais j'avais toujours, entre guillemets «une longueur d'avance». Mmh. Je raflais tout le temps toutes les récompenses individuelles et tout ça et puis moi, en fait, je pense qu'assez tôt, j'étais compétitrice donc j'avais toujours plus faim, en fait. Et comment t'es arrivé à l'INSEP, du coup? À l'INSEP, je suis arrivée, pareil 1 an en avance. J'étais au pôle avec, pareil au pôle des entraîneurs vraiment qui m'ont préparée pour le haut niveau. Mmh mh. Parce qu'ils étaient tellement durs avec moi, en fait et franchement, je me souviens de certains moments au pôle, où c'était dur. J'ai voulu, tout arrêter parce qu'ils étaient super durs avec moi. Mmh. Je me souviens, j'avais mon coach, Michel Oliveri qui même quand j'étais pas sur le terrain, il m'engueulait. C'était, et tu sais, on en rigole aujourd'hui, mais c'est vraiment eux qui m'ont forgé, qui m'ont permis d'avoir un mental, de fer et et puis à cette période-là, c'était dur, mais puis derrière, ils m'ont préparé. Je pouvais avoir n'importe quel entraîneur, n'importe quelle, personne sur mon chemin. J'avais passé l'obstacle, du pôle, donc j'étais tranquille quoi pour la suite. Mais ouais, du coup, au bout de ma 2e année, je pensais pas, j'avais fait des stages, bien sûr, j'avais fait des tests, ça s'était très Mmh. bien passé. Mais je pensais pas que j'allais être prise à l'INSEP parce que j'étais un an trop jeune et en fait, un jour, je crois on était 2 à avoir fait la sélection et ils nous ont annoncé que j'étais retenue, donc j'étais super contente, mais pour moi, j'étais super contente, mais pour moi, c'était pas, une fin en soi. Donc c'était juste un objectif d'atteint, mais ça s'arrêtait pas là, quoi. Mmh. Et tu en équipe de France aussi en parallèle? Tu as fait, l'équipe de Ouais. France jeune et INSEP en parallèle? Ouais. Ouais, 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 Ouais. j'ai fait ma première équipe de France, quand j'avais 14 ans avec les moins de 16. Moi, je suis née Mmh. en 91, donc j'ai fait ça avec 89. D'accord. Donc c'est comme ça que ça avait commencé. Et puis ouais, je me souviens pas exactement de mon premier match, en jeune, mais c'était une fierté pour moi. Puis j'étais le bébé du groupe, mais elles m'avaient super bien accueilli les filles. C'est des filles avec qui encore aujourd'hui je suis en contact. D'ailleurs ma meilleure amie, Camille Aubert, elle est issue de cette génération. C'est vraiment, ouais, ça a été mes premiers pas à l'âge de 14 ans, en bleu. Alors souvent, les sportifs qui passent par l'INSEP, ils en parlent comme d'une expérience assez incroyable. Toi, ça s'est passé comment? C'est vrai que pour moi, tout à l'heure je parlais du pôle comme de très belles années dans ma vie et je pense que l'INSEP, clairement, moi j'y ai passé 4 ans. C'est mes plus belles années, je pense. Mes plus belles années parce que je me suis construite en tant que joueuse, mais surtout en tant que jeune femme. Mmh mh. Bon, moi j'avais la chance d'être, pas loin de chez moi, hein. J'habite de l'autre côté du périph', donc j'étais à 25 minutes de chez moi, donc malgré tout, je voyais pas pour autant, tout le temps ma famille parce qu'on avait, un rythme assez soutenu. Mais vraiment, c'est une expérience, de vie, vraiment, une expérience humaine, vraiment, qui vaut le coup. Et qu'est-ce qui fait on avance un peu, mais qu'est-ce qui fait que derrière tu es parti aux États-Unis? Parce que tu es parti aux États-Unis après en université. Ouais. Heu, du coup, bah, dans ta carrière, tu as eu de la chance puisque tu as fait à la fois le meilleur, presque le meilleur pôle de formation en France, puis et derrière une expérience aux States, donc je pense qu'en termes d'expérience, ça doit être assez, beau à vivre. Et qu'est-ce qui t'a décidé à partir?
t'avais envie de voir autre chose ou tu t'es dit je vais finir ma formation là-bas? Il y avait un truc, il y a eu un déclic ou un truc comme ça pour partir aux États-Unis après? Alors, c'est vrai que c'est venu progressivement. Mhm. Ça j'y ai pensé, l'idée, elle m'est venue peut-être, allez, 1 an et demi avant d'y aller. J'en discutais beaucoup avec une fille dont j'étais très proche, avec qui je suis toujours en contact, Alison Verneret, qui, elle, depuis toute petite, avait pour ambition d'aller à Duke. C'est, Mhm. c'est, c'était Alison, c'est une fille qui est géniale et qui est depuis toute petite une élève studieuse. C'était son objectif, intégrer Duke, parce que académiquement, c'est très relevé, Duke. Et du coup, on en discutait pas mal. Et au début, moi, j'étais pas particulièrement intéressée ou autre. Et en fait, c'est les expériences que j'ai vécues qui m'ont fait me rendre compte de l'importance des études. En fait, j'avais du mal à me dire si tu vas passer pro et tu pourras plus avoir les études en priorité. J'avais du mal à me dire ça. J'avais été blessée à l'INSEP déjà. Alors, j'avais pas subi d'opération, mais c'était déjà à mon genou une grosse entorse. Et ça m'a renforcé dans l'idée que c'était important d'avoir un bagage scolaire au-delà du bac. Du coup, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé d'aller aux États-Unis pour pouvoir continuer un cycle d'études supérieures et pouvoir continuer à jouer à un niveau de jeu compétitif. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé en NCAA à l'université de Maryland. Et voilà, je savais aussi que ça allait m'apporter beaucoup, bien sûr, basket, mais humainement. Et ça a été le cas, franchement. Moi, pour rien au monde, je ferais différemment parce que l'aventure humaine à 18 ans, partir aussi loin et puis dans une culture complètement différente, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde. C'est après, en fonction des opportunités, des objectifs, des plans de carrière, tu le fais ou tu le fais pas. Mais moi, Mhm. personnellement, humainement, ça a été une expérience, l'expérience la plus riche que j'ai vécue. T'es resté combien de temps là-bas? 2 ans. 2 ans, ouais, j'en parlais aussi avec Amat Mbaye qui a fait un cursus aux États-Unis. Mhm. Pareil, il me disait la même chose que toi, que ouais, ça a été une expérience assez incroyable. Et c'est vrai que pour les jeunes basketteurs ou basketteuses, du coup, souvent, tu sais, c'est un truc auquel on pense. Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'y pensais aussi. Tu sais, as toujours envie de, ouais, Mhm. l'université, ça fait toujours un peu rêver, tu vois. Ouais. Et, au final, tous les gens qui en parlent, ils disent toujours la même chose, quoi. Donc, ça, tu fais que confirmer le fait qu'apparemment, c'est une expérience incroyable. Et la langue, ça a été pour toi, l'anglais, tout ça, t'as appris facilement? Ouais, je savais que je suis allée avec un anglais très modeste, donc l'anglais vraiment purement scolaire. En plus, nous ici en France, c'est l'anglais du Royaume-Uni qu'on apprend, donc j'étais pas prête à l'accent américain. Mhm. Et en fait, ça allait plutôt vite parce que pendant tout l'été, avant de commencer ma première saison, j'y étais déjà. Je suis partie au mois de juin ou juillet, je sais plus, juste après mon bac. Et j'avais des summer schools Mhm. faites pour apprendre l'anglais rapidement. Et en fait, c'était pas si simple que ça parce que du coup, quand c'est comme ça, quand tu arrives à l'étranger, tout de suite, tu te rapproches des Français, en fait. Du coup, c'est les personnes à qui je parlais le plus, et donc on parlait souvent français. Mais finalement, au bout de 6 mois, je comprenais parfaitement et je me faisais comprendre parfaitement. Donc, il m'a fallu à peu près 6 mois pour devenir bilingue. Et dans le jeu, souvent, quand j'en discute avec d'autres basketteurs et basketteuses, quand ils parlent du jeu pur quand ils sont partis aux États-Unis, souvent le truc qu'ils me disent, c'est le côté là-bas, ils ont enfin, une façon d'appréhender le jeu un peu différente. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment, vraiment dans la compétition tout le temps, vouloir être le meilleur, vouloir. Tu vois, il y a un truc comme ça que peut-être que nous, on a moins en France. Mm. Et toi, tu l'as ressenti aussi? Ouais, complètement. Franchement, complètement, parce que rien que dans la façon de s'entraîner, je sais que nous, on s'entraînait tous les jours, mais vraiment tous les jours contre des garçons. Donc, il y avait 7 gars qui étaient là, on les appelait de la scout team, et ils étaient là tout le temps, et quand on faisait de l'opposition, c'était tout le temps contre eux. Et des gars super athlétiques par rapport à nous, super costauds, mais ça changeait rien pour notre coach. On perdait le match au rebond
c'était ligne de fond, quoi. Ouais. C'était, enfin, dès qu'on perdait un match contre eux, alors que tu te dis, quand tu vois leur qualité et les nôtres, en tout cas athlétiques, tu te dis, il n'y a pas moyen qu'on gagne un match. Mhm. Au final, on arrivait à jouer contre ces garçons et ça nous préparait encore mieux pour la compétition, pour les matchs officiels. Donc c'est vraiment une mentalité différente. Et au départ, moi, quand je suis arrivée, que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça va durer une semaine. Mais non, en fait, c'est toute l'année comme ça. Tu joues contre des garçons et tu es sanctionné quand tu perds, comme si c'était des filles en face. Hein. Donc moi, j'ai vraiment aimé cet état d'esprit au niveau de la mentalité, l'éthique de travail. À l'époque, je m'entraînais avec David Atkins. Qui, David Atkins, qui est maintenant l'assistant coach des Wizards et qui était l'entraîneur en high school de Kevin Durant et Greivis Vasquez. Donc on s'entraînait des fois le matin super tôt avec Kevin Durant et Greivis Vasquez. Et c'était vraiment. Il n'y avait pas. Enfin, même, tu vois, ici, c'est pas dans notre culture d'aller s'entraîner à 6 heures du matin. Ouais. Et quand la saison elle était terminée, on faisait ça tous les matins. Et l'après-midi, on jouait entre nous, on faisait des pick-up games. C'était vraiment cette culture, je l'avais vue nulle part ailleurs. Et, ça. Et dans ta tête, du coup, quand t'es en NCAA, donc toi en France, tu as plutôt bien réussi ton parcours, tu arrives en NCAA, dans ta tête, c'est je veux rentrer pro en France, je veux intégrer la WNBA, il y avait tout ça déjà, c'était déjà bien ancré en toi? Quand je suis rentrée en France, déjà je suis rentrée en France sur une blessure. Je me suis fait les croisés le dernier match de la saison avec Maryland, mais j'avais prévu de rentrer avant ma blessure. Mhm. Beaucoup de frustration parce que j'avais signé à Montpellier pour ma première année en professionnel. Mais oui, pour moi, de rentrer et passer pro, c'était clairement le nouvel objectif m'imposer dans le milieu pro. J'avais des rêves de WNBA aussi. Donc ouais, c'était pour moi, je rentrais en France, mais ça rendait pas moins important mes objectifs. Et ta blessure, tu me parles de ta blessure ligament croisé. Pour le coup, je me suis fait des ligaments croisés aussi, bon, plus tard, mais toi, c'était en début de carrière. C'est un vrai coup dur, parce que les croisés, c'est un gros temps de récup, etc. Mm. L'opération, tout ce qui. En général, ça grille bien une saison. Toi, tu l'as vécu comment? Bah, la blessure, c'est difficile dans le sens, moi, je me l'ai fait 2 fois. Donc une Mhm. fois à ce moment-là, quand je suis rentrée aux États-Unis en 2011 et derrière en 2016, votre genou. Et Mhm. la première fois, ça a été assez difficile parce que je me suis opérée aux États-Unis et la prise en charge médicale, elle n'est pas du tout comme ici. Mhm. Tu vois, je suis allée à l'hôpital le matin. J'ai dû rentrer à 9 h. À midi, j'étais ressortie. J'ai passé tout un week-end, c'est un vendredi, donc j'ai passé tout un week-end chez moi, pas prise en charge, mais d'un point de vue médical. J'ai eu super mal. La rééducation, les premiers temps, j'ai eu super mal. Et finalement, je me suis refait quelques années plus tard. Et ça avait rien à voir, quoi. C'était pas du tout, en tout cas, en termes de douleur pure et dure, ça avait rien à voir. Mhm. Après, les 2 fois, les premières semaines ont été difficiles. Et puis après, une fois que je me remets les idées en place et que je relativise la chose, et ben, je suis partie dans ma rééducation et à chaque fois, j'ai réussi à rejouer derrière. Je vais te dire un truc un peu bête, tu vois, mais moi, quand je me suis fait le croisé, Mm. je l'ai. Au bout d'un moment, tu vois, comme tu dis, une fois passé les quelques premières semaines, après, c'était vraiment un vrai challenge, tu vois. Enfin, moi, je Mm. sais que le fait d'être en contrôle tout le temps de ce que tu peux faire, il faut aller voir le Ouais, kiné, tac, je trouve que ça donne des objectifs tous les jours et finalement, ouais, c'est motivant, tu vois. Après, c'est ouais, peut-être un ouais. peu. Non, mais moi, ça m'a vraiment motivé, quoi. Mm. Et par rapport à la WNBA, tu t'es fait drafter un peu plus tard par rapport à ta première blessure, du coup. Ouais, donc je me suis fait drafter par une franchise qui n'existait plus aujourd'hui. Ouais. C'est les San Antonio Silver Stars. Mhm. C'était en 2013 Ouais. et au départ, j'y allais pas parce que il y avait l'équipe de France et les deux calendriers se chevauchent. En plus, moi, c'est vraiment en 2013, c'est l'année où je fais ma première compétition avec l'équipe de France, donc j'étais pas dans un contexte où je pouvais dire je vais en WNBA, je vous rejoins plus tard. Du coup, ça s'est pas fait. Et puis derrière, en 2016, je me suis blessée. Mhm. J'avais raté les JO d'ailleurs.
Et, et en fait, c'est devenu, c'est pas quelque chose que j'ai mis de côté, mais c'est devenu, c'est pas, je dirais pas inconcevable, mais pour ma santé et mes genoux, aujourd'hui, je pense que ce serait difficile pour moi d'enchaîner 2 saisons. Après, il y en a qui le font, hein. Mais c'est vrai que pour moi, 2013, c'était vraiment la période où physiquement, j'étais prête à le faire. Mhm. Et après, donc, après ta première blessure, donc il y a eu ce moment, tu as repris un contrat, tu as joué à Perpignan, non? Ouais, ouais. Tu as vraiment lancé ta carrière pro? Ouais, 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 parce qu'avec avec Montpellier, à mon retour de blessure, c'était assez difficile, je jouais pas beaucoup. Et puis en fait, j'ai rejoint à Perpignan l'année qui a suivi je vais dire mon mentor, hein, c'est le coach avec qui voilà, c'est plus que du basket, c'est François Gomez. Je l'ai eu à l'INSEP et j'ai toujours adoré ses valeurs, sa philosophie. Et en fait, il m'a vraiment redonné, enfin, il m'a vraiment fait redevenir la basketteuse que j'étais. Il me connaissait depuis toute jeune. Donc voilà, François, c'est vraiment plus qu'un coach. Pour moi, c'était comme un deuxième père. Et là, tu fais une grosse saison. Enfin, tu fais une bonne saison à Mm. Perpignan. Mhm. Et t'es resté combien? Un an ou 2 ans? 1 an, je Ouais. devais rester normalement. Je devais rester à Perpignan et le club a pas déposé le bilan, mais je crois que c'est pas passé au niveau des comptes. Et du coup, Ouais. ouais, Ouais. j'ai rejoint Bourges comme ça. Et à ce moment-là, du coup, c'est intéressant parce que petite, toi, tu suivais Valenciennes et Bourges. Donc de signer à Bourges, j'imagine, on peut me mettre à ta place en tant que basketteur, c'est comme si presque tu signes à Limoges, Pau ou Lasvel, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc, ça a dû être une belle signature, enfin un beau moment pour toi de signer dans un des plus grands clubs français de basket féminin. Ouais, complètement, franchement, complètement. Et je le souhaite à toutes les basketteuses qui ont des rêves de vivre un moment comme celui-ci parce que c'est vraiment, c'est pas une surprise, le plus gros club de basket féminin, le plus titré depuis quelques années. Et effectivement, ouais, c'est quelque chose que tu as envie de vivre parce que tout est différent en fait, au niveau de la structure, au niveau de l'état d'esprit. Enfin, c'est vraiment, moi, pour moi, ça a été 5 belles années avec beaucoup de joie, certaines déceptions, mais surtout beaucoup de joie. Et voilà, j'ai côtoyé Des titres aussi. des titres, ouais. Des titres, ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clairement l'objectif quand tu vas à Bourges aussi, de rafler des titres, et donc ça a été le cas, donc ça a vraiment été 5 belles années, voilà, je pense que c'est un club qui prendra toujours beaucoup de place dans mon cœur. Et j'aimerais que tu me parles de l'équipe de France aussi, parce que je trouve que, alors l'équipe de France de basket masculine, elle a son histoire, mais je trouve que les féminines, il y a toujours, c'est peut-être subjectif ce que je dis, mais je trouve qu'il y a toujours eu un truc en plus avec l'équipe de France de basket féminine. Je sais pas, il y avait l'impression de toujours, je sais pas, vous avez un petit truc en plus en termes de cohésion, je sais pas, il y avait un truc qui ressortait chez vous. Je sais pas si c'est subjectif, hein, mais toi, ça a été une expérience, comment tu la décrirais, ton expérience de l'équipe de France féminine? Ouais, c'est une expérience, clairement une expérience magique. Je pense Ouais. que les Braqueuses ont donné le ton en 2009 avec le titre européen. Et puis depuis ce moment-là, le basket féminin français est toujours joue quasiment tous les étés les premiers rôles sur la scène internationale. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que ça se passe bien et qu'on dégage peut-être ce que tu dis, cette sensation on vit bien ensemble, c'est clair. Et puis, comme je disais pour Bourges il y a quelque temps, il y a une barre qui a été mise là. Et Mhm. quand tu arrives en équipe de France, c'est important. C'est pas quelque chose qui t'appartient à l'équipe de France. Donc quand tu passes la barre qui est là, tu dois la garder là ou la faire monter encore plus haut, même si c'est difficile. Mais voilà, on a tous, je pense, en tête cette notion-là de fierté quand on arrive en équipe de France. Et voilà, pour moi, c'est un honneur.
et à tous les rassemblements, voilà, j'ai hâte de retrouver les filles. Et vis-à-vis de ta famille, le fait que tu aies réussi, maintenant que tu sois une sportive professionnelle en équipe de France, eux, ils le voient. Enfin, j'imagine que ça doit être une fierté pour eux évidemment. C'est un peu banal de dire ça, mais ils t'ont toujours accompagné, suivi, ils te soutiennent, t'encouragent, ils te mettent la pression. Ça se passe comment avec eux? Au niveau de ma famille, ils sont plutôt, c'est, comme je disais au départ, ils n'étaient pas basket. Et Ouais. puis, depuis, ma mère, elle est à fond dedans. Elle regarde tous les matchs grâce à YouTube. Mon père, il s'y intéresse aussi pas mal. Mhm. Ils m'ont toujours soutenu. Après, j'ai eu 2 grosses blessures dans ma carrière et je pense qu'en tant que parent, ça a été des moments limite plus difficiles pour eux que pour moi. Mhm. Du coup, et toujours la prudence, fais attention, pas de faire mal et tout ça, mais clairement, mes parents, mes frères et sœurs, c'est mon premier soutien. Et comment tu vois un peu l'évolution de l'Asvel féminin? C'est un peu à part de toi là, mais euh, l'Asvel globalement dans le basket français, ils sont en train de faire un peu de partir loin devant tout le monde, j'ai l'impression. Peut-être moins dans le féminin parce qu'il y a quand même quelques équipes qui arrivent encore à lutter, on va dire. Dans le masculin, ça va être plus dur, je pense. Et Mm. toi, tu le vois de quel œil cette évolution plutôt positive, on va dire, puisque ça reste quand même Mm. une évolution positive. Complètement, ouais, je trouve que c'est quelque chose de très 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 positif. Le basket féminin en a besoin. Il y a une époque où avec Bourges, tu pouvais être invaincu tout- pendant toute une saison, et ça n'arrive plus. Ça fait des années que c'est plus arrivé. Donc moi je trouve que plus le championnat est homogène, mieux c'est. Et en plus, je trouve que ce que l'ASVEL est en train de faire, bah, ça donne des idées parce que le championnat de France il se renforce, il fait que se renforcer l'année prochaine quand on nous annonce les rosters là, pour la saison prochaine. Tu as jusqu'à 8 équipes qui sont compétitives pour le titre. Et ça, c'est une première dans le championnat de France. Donc je trouve que des élans comme celui-ci, comme celui de l'Asvel, c'est top parce que derrière, toutes les équipes suivent. Et ouais, tout à fait d'accord. Je trouve que c'est assez bien d'avoir une locomotive qui va essayer de peut-être Mm. tenir les autres, tu sais, même si ce sera Ouais, difficile, parce qu'il y aura peut-être un écart qui va se creuser, mais à la c'est fin, ce sûr. sera toujours. Et d'un point de vue extra-sportif, tout à l'heure, tu as eu une petite réflexion. Tu m'as parlé de comment ta blessure, ou oui, c'est ta blessure, je crois, qui t'a fait comprendre que peut-être qu'il y avait autre chose que le basket et que c'était peut-être intéressant pour toi de t'intéresser à autre chose que le basket. Je sais qu'aujourd'hui, tu as différents projets extra-basket. Tu as créé ton propre podcast. Tu es aussi impliqué dans l'associatif. Tu soutiens une association ou tu l'as créée, je ne sais plus exactement. Ouais. Mm. Euh, Toi, tu penses qu'aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, c'est aussi le rôle des sportifs de pouvoir s'impliquer dans d'autres choses que leur propre sport? Ouais, je pense que c'est important qu'il y ait une dimension plus grande que le côté sportif. Je pense en tant qu'athlète, on a une voix, on a une plateforme. Moi, pour mon cas, voilà, je m'identifie souvent sur les thématiques liées je sais pas, moi, au quartier populaire parce que c'est là-bas que j'ai grandi. Lié au 93 parce que c'est mon département de cœur. Et je sais que je fais ça parce que je sais que ma voix, j'ai la chance d'avoir une voix et que les personnes qui sont opprimées, elles ne l'ont pas forcément. Donc pour moi, c'est un devoir de diffuser un message par rapport à ça. Et je trouve que moi, je le vois vraiment comme un devoir. Donc je pense qu'en tant qu'athlète, il faut utiliser sa voix, il faut utiliser sa plateforme, il faut le faire intelligemment parce que le message, pour qu'il soit reçu, il faut il soit bien, bien diffusé. Donc, faut le faire intelligemment, mais je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas rester les bras croisés parce que ce que certaines personnes vivent, moi je parlais du 93 pour moi, mais ce que certaines personnes vivent actuellement et qui n'ont pas la possibilité de tout simplement pas se défendre, mais qui n'ont pas la possibilité de se battre pour leurs droits, et ben moi, si j'ai la possibilité de le faire, je vais le faire parce que il y a quelques années en arrière, et ben j'étais à leur place. Ouais, c'est intéressant. Et c'est aussi, comme tu dis,
on a une plateforme, on a un rôle, mais c'est aussi bien de pouvoir, je pense, psychologiquement, c'est toujours intéressant de pouvoir sortir un peu de notre cadre, entraînement, match, tout ça, et pouvoir Aussi. avoir un message à transmettre. Et quand Mm. tu crées ton podcast donc, qui s'appelle Super Humain, l'objectif pour toi, c'est aussi de diffuser le message d'autres personnes auprès de ta communauté et de pouvoir Mm. avoir un peu ce message inspirant. Mm. Complètement, complètement, ouais, parce que c'est vrai que des fois, il y a tellement de galères, on sait pas comment on va s'en sortir et en fait, le but de Superhumain, mon podcast, c'est vraiment, de partager, les parcours de vie, des parcours de vie, souvent, tristes au départ et au final, qui deviennent plus gais parce que, les personnes à qui ça arrivait, elles ont réussi à surmonter ces épreuves et du coup ça permet, je pense, le but c'est vraiment que ça permette aux personnes qui écoutent, qui elles aussi peut-être traversent des épreuves difficiles, de relativiser et de se dire bah, si la personne qui est en train de témoigner, elle a réussi à se relever, il n'y a pas de raison que moi j'y arrive pas. Et tu es aussi impliqué dans une association. Mhm. Je crois que le nom, c'est Studio, c'est ça? Je dis, ouais, c'est mon association. Ouais. Ton asso à toi. Mhm. Donc on en a déjà parlé un peu enfin, entre nous, mais ce serait bien que tu puisses en parler parce que je pense que ça peut intéresser les gens qui regarderont la vidéo. Mhm. Moi, c'est un truc qui m'intéresse parce que c'est un peu dans le même cadre de ce que je fais. Mhm. Et je trouve ça hyper bien, hyper intéressant. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais la voix qu'un sportif de haut niveau peut élever, on va dire, c'est Mhm. toujours bien. Et ça fait plaisir de voir que d'autres gens font ça. Donc j'aimerais bien que tu en parles un peu et tu racontes ce que tu fais avec cet assaut. Ouais, Study Hall, c'est mon association qui a été créée il y a 2 ans maintenant. Donc, c'est en fait un dispositif de soutien scolaire. Pour l'instant, c'est dans la ville de La Courneuve. Le but, c'est que ça s'étende à toutes les, pas forcément dans le 93, à toutes les villes qui en auraient besoin. En fait, je me suis demandé, ça remonte à il y a quelques années, je me suis demandé de quoi j'avais besoin quand j'étais plus jeune. Et puis, je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait cette période où j'étais à la Courneuve, où j'étais pas une bonne élève et où il y avait beaucoup d'influence. Et par exemple, entre la fin des cours et l'entraînement de basket, et ben, j'allais traîner là où je devais pas aller traîner. Et en fait, je me suis dit, comment éviter ça? Et du coup, j'ai créé avec le club de basket de la Courneuve et avec le soutien de la ville, cette association Study Hall, qui a pour but de venir en aide aux enfants, aux licenciés sportifs qui ont des difficultés scolaires, ou pas d'ailleurs. Donc c'est un dispositif complètement gratuit et c'est vrai que c'est difficile pour certains parents de payer, des, de payer des tuteurs ou des répétiteurs. Donc c'est un moyen d'aider et puis surtout d'éloigner les jeunes des mauvaises influences. Donc on fait à la Courneuve en ce moment on l'a fait avec le taekwondo au début, on le fait avec le basket, avec le club de foot, avec le club de boxe. Donc vraiment le but, ouais, c'est que il y ait ce double projet dès le départ, école et sport, et surtout que l'école soit la priorité. Et puis moi j'ai intégré depuis un peu plus d'1 an maintenant la commission des athlètes de Paris 2024 où je suis vraiment axée moi sur la partie héritage. Donc c'est ce qui se Mhm. passe dans le 93 vu que c'est le lieu principal des futurs Jeux Olympiques de 2024. Il va y avoir d'ailleurs une partie du village à La Courneuve. Et donc moi, ce que j'essaie de faire vis-à-vis de mon association, c'est toutes les vacances scolaires, on prévoit des stages linguistiques d'anglais et d'espagnol pour que dès maintenant les jeunes courneviens apprennent les langues et qu'en 2024, ils puissent postuler pour vivre les Jeux de l'intérieur en étant bénévole ou autre. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Cool. Ouais, ouais, bah, cool. Et les Jeux de 2024, t'y penses un peu là? Franchement, je vois vraiment les choses Ah, les, ok. les, les unes après les autres. C'est que dans 4 ans, tu vas me dire, mais c'est énorme, 4 ans. Ouais, ouais. Euh, donc là, pour l'instant, je crois vraiment les saisons les unes après les autres, que ce soit l'équipe de France ou la carrière en club. J'ai vraiment pas de visibilité sur ce que je ferai dans 4 ans. Mais pour l'instant, tant Ouais, que pas tôt.
à Tokyo avant. Ouais, on espère. Mais tant que mon corps me le permet, je jouerai. Et toutes les projets que tu as extrasportifs, tu parlais de comment, quand tu étais plus jeune, tu n'étais pas une très bonne élève, tout ça. Ça t'est venu comment? Parce que comment m'expliquer? C'est pas simple, mais souvent, je trouve, c'est pas naturel chez les sportifs de haut niveau d'aller chercher ça. C'est souvent les sportifs, bon, on fait notre entraînement, on fait notre match, on veut être bon, voilà. Mm. Est-ce que toi, tu penses que ton passage aux États-Unis, par exemple, ou tes blessures t'ont aidé aussi à avoir ce côté un peu, pas entrepreneur, si presque entrepreneur, parce que finalement, même si c'est dans l'associatif, même si c'est dans le caritatif, tout ce que tu veux, ça reste de l'entrepreneuriat presque. Est-ce que toi, tu penses que ça t'a aidé, ton parcours américain et éventuellement tes blessures et comment tu as grandi, ça t'a aidé pour construire ce double projet-là? Ouais, je pense que ouais, il y a de tout ça. Il y a peut-être aussi la personnalité. Je suis Mhm. quelqu'un de nature très généreuse. Mhm. Donc, je pense que c'est lié à ça aussi. Après, au niveau des blessures, je pense que ça a vraiment joué un rôle pour moi. Là, tu vois, je suis des études en Sciences Po. J'ai vraiment été aux États-Unis aussi pour les études. Donc, je pense que les blessures, ça m'a fait comprendre vraiment que le basket, ça faisait pas tout. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours attaché beaucoup d'importance aux études et pas qu'au basket. Et puis derrière, tous les projets que je mets en place, clairement, comme tu l'as dit, c'est les États-Unis. C'est les Ouais. États-Unis qui m'ont appris un peu le giving back, à avoir une voix pour ma communauté. C'est vraiment les États-Unis qui m'ont inspiré là-dessus et qui m'ont peut-être, tu sais, des fois tu penses à des trucs, tu te dis, ah, ça serait bien de faire ça, ça serait bien de faire ça, mais tu le fais pas Ouais. parce que tu le fais pas parce que c'est pas commun ou pour plein de raisons, tu sautes pas, tu sautes pas le pas. Et puis moi, c'est vraiment les États-Unis qui m'ont fait me dire, tu dois le faire. Ouais, après, c'est vrai que je trouve qu'en France, on a ce côté, parfois on se plaint un peu, ouais, le basket, c'est pas assez connu, ça, c'est pas assez connu, et peut-être aussi que, tu vois, à titre individuel, on a tous un peu, comme on disait tout à l'heure, ce rôle de pouvoir dire, ouais, est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes, dans Mm, notre petit cercle à chacun, pouvoir essayer d'amener notre voix et de faire parler du basket en bien, parce que du coup, toi, ça mm. fait toi en bien, ton club en bien, l'équipe de France en bien, etc. Et ça, c'est des choses que peut-être qu'on aurait tous à titre individuel intérêt de faire. Ouais, non, complètement. Je pense que c'est clairement ça. Faut pas attendre que les choses se fassent pour nous. Faut à un moment donné créer les choses nous-mêmes. Peut-être faire que ça vienne à nous. Des fois, c'est une initiative ou autre qui va permettre que les gens s'y intéressent plus, que les gens en parlent en bien. Vraiment, ouais, c'est important ce que tu dis. Je pense qu'il faut pas attendre tout le temps attendre que les choses viennent à nous. Je suis complètement d'accord. Et donc sportivement, là, tu es sous contrat donc, avec Montpellier. C'est quoi ta suite là? T'es un peu comme tout le monde, j'imagine. Tu attends un peu de savoir comment ça va évoluer pour la saison prochaine. Mais bon, j'imagine que toi, tu as encore beaucoup d'objectifs sportifs à réaliser. Tu penses que vous allez pouvoir aller chercher l'Asvel et leur prendre des titres un peu dans les années qui arrivent? Ben, comme je te disais, la ligue se renforce vraiment Ouais, beaucoup. Quand je te disais 8 candidats au titre, c'est pas pour rigoler, c'est la ouais, il y a vérité. Bourges qui s'est bien Euh, renforcé. Il y a Bourges qui s'est bien renforcé. Bourges, Bourges, Charleville, Villeneuve d'Ascq, Basketland, Landerneau qui fait une super saison alors que ça fait 2 saisons qu'ils sont en ligue seulement. Il faut vraiment compter sur beaucoup d'équipes, donc l'Asvel et d'autres. Donc voilà, nous aussi on a un bon recrutement. Donc clairement l'objectif ce sera de gagner. Mhm. Et une petite dernière question. Imagine là, tu es chez toi et dans ton canapé, à côté de toi, il y a la petite Diandra qui a 10 ans par contre. Et là, elle te dit moi, je voudrais bien faire du basket plus tard. Comment je pourrais faire? Quel conseil tu lui donnerais? Euh, je pense, moi tout à l'heure je te disais que j'ai vraiment eu cette passion qui arrivait assez vite. Mhm. Et cette passion, je l'ai eu grâce à Sonia par exemple, mais je l'ai aussi eu parce que je passais des heures à la salle. Quand je pouvais, je pouvais. C'était pour shooter sur les paniers d'à côté pendant les autres entraînements. Quand on m'engueulait parce que je faisais du bruit, c'était pour rester dans les tribunes et regarder. Donc très jeune,
à 10 ans à peu près, hein. J'ai passé beaucoup de temps à regarder, à étudier le jeu. Mhm. Et donc, ce que je conseillerais à cette petite fille, c'est de passer beaucoup de temps à la salle et avant tout, de pas faire comme moi, même si après je me suis rattrapée, mais de vraiment se concentrer sur ses études. Et merci à toi et puis vraiment bravo pour ce que tu fais parce que depuis que tu m'en as parlé, je m'y suis vraiment intéressée, je regarde ce que tu fais et c'est vraiment top de diffuser ces messages avec des histoires hyper inspirantes aussi. Donc vraiment bravo à toi pour ce que tu fais.